Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour la partie 2 des questions-réponses et je pense que c'est un thème qui aura lieu de plus en plus. Il y a des questions qui viennent un peu partout et parfois une question ça peut être un thème de vidéo tout simplement. Surtout que j'ai reçu énormément de messages privés, publics, me demandant de multiplier en fait ce genre de vidéos parce que tout le monde se sent un petit peu concerné et parfois on peut traiter une question et un thème, les deux du même sujet, de deux manières différentes. De 3, voire même 10 manières différentes. C'est pour ça que parfois il y a des sujets qui ont l'air de revenir. Mais en fonction de la question, on aborde le sujet différemment. Et je trouve ça super intéressant. Donc, on va rentrer directement dans les petites questions qui arrivent. La première question, que faut-il faire quand notre cœur dit oui et quand notre tête, elle dit non? Donc là, on est sur le vrai duel de la passion et la raison. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est que mon avis, j'ai toujours été dans l'option raison, avant la passion. La raison doit passer devant. Ce qui ne veut pas dire que la passion, le sentiment, l'émotion ne doivent pas exister. Ça veut juste dire qu'il faut un cadre. Le sentiment que tu as, aimer quelqu'un, ça ne doit pas venir te rassurer pour avancer vers quelqu'un normalement. C'est juste que tu as un sentiment par rapport à ça. Surtout qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la facilité de dire c'est bon, je l'aime, t'es touché par quelque chose et tu penses que ça y est, ça devient l'homme ou la femme de ta vie. Vous savez, j'ai envie de comparer ça à quoi? J'ai envie de comparer ça à un chemin. Toi, tu connais ta destination. Voilà, t'as une boussole, t'as un GPS, t'as ce que tu veux. Ça, on va dire que c'est la raison. Tu sais là où tu dois aller. Mais en chemin, tu vas trouver une route que tu trouves belle, plus belle que les autres. Et celui qui désire faire passer sa passion, son sentiment en priorité, c'est celui qui va juste regarder la route qui lui plaît. Là où il verra des fleurs, là où il estimera que la route est plus belle, il va penser que, vu que le chemin est plus beau, la destination, l'arrivée, la récolte, la finalité du chemin sera la réussite, la victoire, la paix. Alors qu'en fait, non. Et ça peut être utilisé dans beaucoup de choses. Les belles paroles que quelqu'un viendra te dire, celles qui vont te faire chaud au cœur, celles qui vont presque t'aveugler, t'endormir. C'est ce qu'on a tous envie d'écouter, mais c'est parfois celles qui viennent des plus mauvaises personnes. Parfois, attention, les belles paroles font toujours plaisir quand elles viennent surtout de quelqu'un de sincère, quelqu'un de bon, quelqu'un qui veut ton bien. Mais il y a un très gros fossé entre une femme ou un homme qui va dire ce qui est beau, et de l'autre côté, quelqu'un qui va te dire ce qui est beau et qui te fera le bien, qui va suivre ces belles paroles par des beaux actes, par du concret. On est tous faibles, on est tous des humains. Et si on était censé suivre que notre passion, c'est-à-dire ce qu'on ressent, et que ça doit passer au-delà de notre raison, on a l'exemple tous les jours, et je pense même autour de nous, si ce n'est même nous-mêmes. On a un exemple. Vers quoi ça mène? Combien de fois ça nous a fait tomber? Et qu'est-ce qu'on conseillerait à ceux qu'on aime? À nos enfants, à nos parents, à nos frères, nos sœurs, nos amis proches. Les conseils qu'on donnerait aux autres sont rarement ceux qu'on applique pour nous-mêmes. Parce que la passion du moment, parce que c'est aussi parfois une question de moment, d'un timing, d'une émotion au présent, elle nous fait croire que aimer, c'est se diriger vers la bonne personne. Combien de fois dans ta vie t'as pu avoir des sentiments pour quelqu'un? Combien de fois t'as pu croire que quelqu'un pouvait être la bonne personne pour toi uniquement en te basant sur ce que tu ressens? Mais quand tu commences à te poser les bonnes questions, quand tu commences à voir le concret, quand tu commences à avancer, parce que beaucoup se sont lancés, à un moment donné, il y a un fossé. Et il est là le problème. C'est que notre cœur, il doit être éduqué. Par qui? Par notre conscience. Et notre conscience, c'est censé représenter la structure, elle doit être structurée. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, pour construire un couple, il faut être intelligent. Il faut travailler son intelligence. Il faut vraiment faire en sorte d'avoir une certaine forme de maturité. C'est comme être un père ou une mère. C'est s'engager dans une relation à deux. Si tu n'arrives même pas de toi à toi te gérer, faut pas s'attendre à ce qu'une deuxième personne vienne te porter sur ses épaules, surtout si l'autre a la même idée. Donc il faut faire en sorte que notre raison vienne à savoir pourquoi on se dirigerait vers cette personne. Savoir se poser les bonnes questions et se dire, est-ce que c'est aussi la bonne personne pour moi? Parce qu'on a tous aussi parfois des convictions, des idées, savoir que il y a des choses qui marcheraient et des choses qui ne marcheraient pas. Et on retire toutes nos convictions parce que notre cœur arrive à penser, même s'il pense pas, on le sait bien, mais arrive à dire à la raison, non, moi c'est lui que je veux, c'est tout, c'est comme ça, sans jamais pouvoir le comprendre. Et moi je pense qu'il est important de comprendre pourquoi tu aimes quelqu'un, pourquoi tu es avec quelqu'un.
Parce que le jour viendra où l'euphorie, l'illusion, tout plein de choses qu'on s'était mis en tête, quand on sera face à du concret, et qu'on n'arrivera pas à savoir mais pourquoi, le véritable amour, il va continuer d'exister quand tu sauras pourquoi. Quand tu auras compris pourquoi tu aimes quelqu'un, pourquoi tu es présent aujourd'hui. Et c'est là que tu as envie de te battre à avancer. C'est là que ton amour il continue à grandir. C'est que tu sais qui il est. Tu sais pourquoi tu es avec. Pour beaucoup, c'est trop mécanique. C'est pas du tout mécanique. C'est juste qu'il faut un équilibre. Comment refaire sa vie après un divorce, une séparation? Je me pose beaucoup de questions. Alors, ça dépend déjà des questions que tu te poses. Mais quand tu finis une relation, bah ça a l'air d'être la fin d'un monde en fait. Un monde que tu t'es jamais imaginé finir de cette manière-là, parce que bah, tu t'imaginais finir avec une personne. Si t'es une femme, tu t'imaginais jamais voir un autre homme que cet homme-là, et si t'es un homme, tu t'imaginerais jamais cette suite sans elle. Et quand d'un coup tout se brise, bah, y a beaucoup de choses qui se brisent, il y a des projets, et ça fait mal au cœur, et ça remet en question un avenir pour beaucoup. On se dit que ce qu'on imaginait qui nous attend n'est plus présent. Mais vous savez, ce que tu as trouvé, quand tu le possèdes, il faut tout faire pour le garder, il faut avancer, bien sûr quand c'est un bien pour toi, quand c'est un bien pour vous-même. Quand une chose se termine, une relation, c'est pas la fin, c'est juste un chemin. On va faire la comparaison, encore une fois, avec un chemin, une route, une carte au trésor, un parcours. Dans ce parcours-là, tu devras prendre la mer, tu devras rouler en voiture, tu vas devoir tomber à des moments dans le désert, tu vas être fatigué. Est-ce que, si on définit notre vie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce qui nous a mené à cet instant, ou parfois même à une réussite, c'est uniquement ce qu'on a considéré comme une réussite? Parfois, on a redoublé à l'école, parfois on a raté un examen, certains se sont séparés, d'autres ont perdu des gens proches, certains ont été blessés, d'autres ont connu un handicap. Toutes ces choses-là, ça fait partie de l'avancée. Ce n'est pas un arrêt dans ta vie, c'est une avancée. Et la séparation, c'est une avancée. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les choses qu'on estime bonnes pour nous et pour l'autre doivent continuer. Il faut se battre quand ça en vaut la peine. Mais quand quelque chose se termine, c'est pas la fin de ta vie. Les choses, elles continuent. Ça fait partie du chemin. C'est parfois même le véhicule que toi, tu considères comme un arrêt qui te mènera à une destination encore meilleure que celle que tu pouvais penser. Donc, vraiment, la fin d'une chose que nous, on estime comme une fin, c'est parfois le début. Et c'est toujours le début. Parfois même avec un nouvel aspect positif. Peut-être qu'avant, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, que toi tu voulais faire, que tu estimes encore une fois positives pour toi, bonnes pour toi. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu peux réécrire les choses que tu ne pouvais pas écrire avant. C'est comme si tu venais d'écrire un livre et ça y est, tu avais fini la dernière page, que tu n'avais plus d'encre. Le livre, il te plaît, il est fini, mais au final, ce livre-là, tu trouves que tu aurais voulu lui rajouter des chapitres. Tu te dis, ça aurait été tellement beau si j'avais rajouté cette histoire, si j'avais... Et là, aujourd'hui, tu peux réécrire un nouveau livre. Avec les hauts et les bas. C'est presque une nouvelle vie. Ce que tu avais pensé être la fin, ou le chemin qui mènerait à la fin, aujourd'hui, c'est tout nouveau. Et ce nouveau chemin doit être nouveau. Tu dois pas te dire, non mais, il y avait ça, j'aurais dû, j'aurais fait, j'aurais peut-être dû. Il faut continuer, il faut réécrire. Et un jour, et j'en suis convaincu, la personne, elle viendra se dire, c'était un chemin. Cet arrêt, cette finalité n'était qu'un véhicule qui m'a emmené sur une nouvelle destination. Rien ne s'arrête, rien n'est une fin tant que tu es encore en vie. Troisième question, bonsoir, comment refaire confiance après une trahison? Alors déjà, il faut faire la distinction de plein de choses. Refaire confiance à celui qui t'a trahi, ou c'est fini par rapport à une trahison, cette trahison t'a traumatisé, t'a laissé des traces, donc par la suite, comment refaire confiance à l'avenir à d'autres personnes? Par rapport à la première situation, comment refaire confiance après une trahison à la personne qui t'a trahi, je dirais, la question c'est pas, et même pour l'autre situation, la question c'est pas comment refaire confiance, pour moi, c'est pourquoi refaire confiance. C'est plus dans le pourquoi on doit faire confiance à quelqu'un que de comment faire confiance à quelqu'un qui est important. Parce que le pourquoi, il te permet d'analyser les choses. Alors que le comment refaire confiance, il te dirige encore une fois vers la naïveté de c'est pas grave, on continue, on force, on continue. Donc, il y a des gens à qui tu dois faire confiance et il y a des gens à qui tu ne dois pas faire confiance. La question, elle est de savoir que si tu fais confiance à la mauvaise personne, il y aura de la trahison. Donc pourquoi faire confiance à telle personne et pourquoi ne pas faire confiance à l'autre personne? Parce que celui-là est un menteur. Parce que cette personne-là est très louche dans son comportement, a déjà fait telle chose qui pourrait se reproduire ou pas, mais t'es attentif, tu te poses la question.
Moi, comme je dis, faut faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Mais dans cette confiance-là, faut pas tout donner. Faut se préserver. C'est sur du temps que les gens montrent leur confiance. Quelqu'un qui te dit du jour au lendemain « fais-moi confiance », c'est inquiétant. Et si tu lui dis derrière « pourquoi je te ferai confiance », la personne de confiance, normalement, elle te dirait « t'as raison, faut du temps ». Parce que elle-même, elle sait qu'elle a le temps de te le prouver. Elle est sérieuse, cette personne-là. Alors que celui qui a peut-être des mauvaises intentions, ou qui n'envisage peut-être pas l'engagement, et là on peut parler dans tous les domaines, hein, travail, amitié, famille et tout, la personne elle te dira fais-moi confiance, t'inquiète. La meilleure chose, c'est ne me fais pas confiance, laisse-moi te prouver que tu devras me faire confiance. Le truc il doit être vu de l'autre côté en fait. Tu dois avoir le sentiment de tranquillité. Quelqu'un qui ne te met pas dans une tranquillité, qui ne t'apaise pas dans la sécurité, au final c'est normal si t'as pas confiance. Après, il y a un excès, il y a des gens plus angoissés que d'autres, et donc là, on est sur une autre question. Mais celui qui a déjà trahi ne peut pas se plaindre de ne plus avoir la confiance qu'il y a en face. Et peu importe ce qu'il dit. Parce que la trahison, c'est une cassure. Hein. C'est même pas une fissure. La trahison, c'est une cassure. On doit prouver, et ils doivent nous prouver. C'est comme ça qu'on fait confiance et qu'ils nous feront confiance. Penses-tu qu'au fond de nous-mêmes, nos décisions et nos jugements sont égoïstes ? Déjà, il y a une différence. Vous savez, ça dépend de comment on voit les choses. Il faut faire en sorte que notre égoïsme, le bien que nous, on veut se faire à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a cette pensée à nous, obligatoirement, elle doit être pure. C'est-à-dire que, quand je dis pure, c'est j'aide quelqu'un, ça me fait du bien. Parce que tout revient à nous. C'est comme ça, on est comme ça. On se nourrit en priorité. On est conscient de l'extérieur, mais notre priorité, c'est de nous nourrir, de sauver notre vie, notre instinct de survie. Il est égoïste. Quand on a faim, on a faim. Quand on est dans un excès de douleur, on pense à notre douleur. On a une part égoïste qui est normale. Mais quand elle est bien traduite, quand elle est bien comprise, il faut aussi la travailler. Il faut aussi faire en sorte que le bien qu'on veut se procurer, ça soit un bien qui en ressorte. Partager des bonnes choses avec les gens, il faut que ça nous fasse du bien, qu'on soit en accord avec ça. Donc ça aide, mais ça nous aide. Quand tu donnes de l'argent à un pauvre, il faut que tu en sois heureux, que ça te fasse grandir quelque chose en toi. C'est la meilleure manière d'être égoïste en fait. Et puis, pour se préserver, c'est important d'être égoïste pour se préserver. Donc en fin de compte, ce qu'on appelle l'égoïsme, aujourd'hui il a plusieurs définitions, mais si je vous dis aujourd'hui nos décisions sont que pour les autres, pourquoi on les prendrait? J'arriverai pas à comprendre pourquoi en fait. Parce que si on estime que c'est un bien de faire à l'autre sans même gagner quelque chose, ça n'aurait pas de sens, on ne le ferait pas. Mais quand tu donnes sans rien attendre en retour, mais que ça te procure du bien, tu as envie de te faire du bien et tu t'es habitué à ce bien. Donc il t'apporte quelque chose. Parfois il t'apporte mieux parce que le sourire que tu vois en face te fait du bien. Parce que te sentir humain, te sentir dans ton rôle de manière saine, de manière propre, ça te rend heureux, ça te rend en accord avec toi-même. Au final, c'est ça. Être en accord avec soi-même, c'est être égoïste. Mais quand cet égoïsme passe par ce qu'il y a aussi autour, c'est être en accord avec notre vie entière. En fin de compte, on est nous, mais on fait partie de ce monde, de tout ce qu'il y a dans ce monde, de la nature, des animaux, des hommes, des femmes, et peu importe avec leurs différences. Celui qui est le plus en accord avec lui-même, c'est celui qui ne peut pas haïr. On est tous des humains, on a des moments où voilà, un tel nous énerve, ça nous fait plaisir de ça. Mais quand on revient et qu'on essaye de faire attention à tout ça, à ce travail intérieur, c'est là qu'on sera le mieux en accord avec nous-mêmes. Et au final, avec ce qu'il y a autour de nous. C'est peut-être un peu profond, bizarre, je me suis compris, je sais pas si les autres m'ont compris, mais pensez à vous pour réussir à penser aux autres. Parce que vous n'arriverez jamais à faire quelque chose si vous-même, vous ne vous êtes pas nourri. Si jamais vous n'aurez réussi à vous apporter à vous ce que vous devez vous apporter. Ça passe par vous pour être bien à deux. Ça passe par vous en priorité. Le doute. Bon ou mauvais, comment arrêter de douter ? Le doute, c'est aussi ce qui permet de nous sauver parfois, mais c'est parfois aussi ce qui nous permet de faire le mauvais choix quand il est trop dans l'excès. Le doute, ça dépend du contexte, mais il y a des gens qui vont douter de tout. Et là, ça devient maladif. Ensuite, il y a le doute qui est comme ton instinct qui te dit « Ouh là là, là, il y a quelque chose de bizarre. J'ai un doute sur cette personne-là. » Il faut réussir à sentir, à voir, à analyser, s'apporter des réponses. Après, on peut douter de tout. Et je pense qu'il faut laisser une part de notre vie en dehors du doute. Une part où il faut obligatoirement avancer, prendre un risque. Mais toujours, à mes yeux, avec une majorité de sécurité dans le risque qu'on prend. Donc toujours plus une majorité de sécurité
qu'une majorité de « je fonce la tête baissée ». Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, le doute, il peut être très très bon, parce qu'il va te sauver. Il peut être très très mauvais quand il devient excessif, parce qu'il va t'empêcher de faire des choses que, si tu les avais faites, t'aurais avancé, t'aurais même grandi. Mais parfois, c'est par l'expérience, et c'est en étant tombé, et c'est comme ça la vie, et on se dit, bon bah voilà, j'apprends de ça. La vie, c'est une éternelle boucle d'enseignement pour tout le monde. Pourquoi est-il si difficile de nos jours d'être honnête? En quoi est-ce compliqué, cette valeur si simple? Pourquoi est-elle si rare? Alors attention, encore une fois, il faut partir du principe que tout le monde ne pense pas comme toi. Tout le monde n'a même pas la même vision de la vie sur Terre. Tout le monde n'est même pas conscient de son propre rôle à lui. Donc, dans le lot, il y aura celui, son objectif c'est d'être honnête, de ne pas mentir, de faire les choses bien, d'avoir une éthique. De l'autre côté, certains se disent, moi je veux obtenir, moi je veux prendre. Et s'il faut que je sois malhonnête pour prendre et être bien, je serai malhonnête, mais je prendrai. C'est important de connaître la différence et la diversité sur Terre, et ne pas se dire, juste avoir bon cœur suffit. Ça suffit pas. C'est très très bien, ça te préserve de beaucoup de choses, de toi à toi, mais... Et c'est là aussi le problème, c'est que des gens après commencent à confondre gentillesse, l'abus de gentillesse. Non, c'est aussi connaître la différence, savoir où on est en fait. On est sur Terre, et comme je vous le dis tout le temps, sur Terre, c'est pas le paradis. On le voit. Certains, pour un billet, peuvent tuer. Et puis, on est aussi, aujourd'hui, je le pense, on est aussi dans une période qui ne pousse pas à la sincérité, à faire du bien. Aujourd'hui, on te dit, c'est l'argent, et on te fait oublier même tout ce qui pourrait être méditation, se concentrer sur soi, sur sa vie, sur son rôle sur Terre. Tout ça, c'est mis de côté. On te multiplie des heures de travail, métro, boulot, dodo, en fait, c'est ça. Ça t'éloigne de ta famille, tu passes moins de temps avec les tiens, t'es moins nourri intérieurement. Donc, on crée des machines, des humains qui ne sont pas dans le lieu où ils doivent être. Même la nature disparaît. Entre les problèmes que certains peuvent avoir dans leur vie, de eux à eux, dans le mal-être, dans les déprimes, dans la dépression, chacun cherche quelque chose. Certains dorment la nuit sans même savoir qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent sur Terre. Donc ils essayent de prendre là où ils peuvent. Ils essayent de se combler de la manière dont ils peuvent. Étant donné qu'on est dans un monde où on ne te laisse même pas le temps de te poser à toi des questions, et puis on met en plus de ça aux yeux de tous des choses néfastes, pour leurs oreilles des choses néfastes, on met en avant qu'il ne faut pas être honnête mais qu'il faut prendre, il y a une influence. Et l'influence qui est mise très très tôt maintenant même chez les jeunes, elle te pousse pas à être honnête, elle te pousse pas au bon cœur, elle te pousse pas à faire les choses proprement. Que ce soit dans la musique, dans ce qu'on regarde à la télé ou n'importe où. Donc l'influence, c'est ce qui permet à l'enfant déjà de grandir avec une base. Quand il n'a pas cette base, c'est l'arbre qui a déjà ses racines. Comment voulez-vous derrière changer la forme de l'arbre? Tout commence très très tôt pour moi. De quelle manière est influencé le plus petit? Après, bien sûr, dans sa vie, il fera ses choix et tout, mais bon, là, il est mis au milieu de la rue, quoi, pour moi. Donc, on est dans une époque qui met beaucoup de bâtons dans les roues aux personnes sincères, aux personnes sensibles, aux personnes hypersensibles, à ceux qui, en final, auront un bon cœur, auront une volonté sincère de faire les choses bien. Mais moi, je pars du principe où apprenez à vous connaître, apprenez à savoir que vous faites sur Terre, nourrissez-vous intérieurement. Chacun de son intelligence et de sa vision comprendra comment se nourrir, et c'est à chacun de faire son travail. C'est pas quelqu'un de venir vous dire c'est ça, alors que vous n'avez pas eu votre conscience et votre recherche. Et peu importe la difficulté, ce sera vous les gagnants, d'une certaine manière, pour moi en tout cas. Mais il existe dans le monde des gens comme vous. Dirigez-vous vers eux. Beaucoup sont comme ça, mais par contre, ils ont tellement honte de ce qu'ils sont, et ils voient à la télé toujours les mêmes modèles mis en avant, qu'ils pensent que c'est une élévation de se diriger vers des gens qui sont malheureusement un virus pour eux. Voilà. Voilà les amis, cette vidéo est un peu longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à commenter et tout ça. Si vous l'avez vu jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un chiffre à la fin de votre commentaire. Comme ça, je verrai ceux qui regardent les vidéos en entier. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.